peux pas te- Salut Josélito. Salut Philippe, ça va? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, j'ai rien foutu, j'étais en vacances. Cool, on va parler d'outils aujourd'hui. Restez avec nous, les outils. 5 outils pour votre e-commerce, installation, expilation, désinstallation, paramétrage, la totale. C'est pas vrai, moi je parle plus d'outils. Arrête de me parler d'outils. C'est les vidéos qui marchent. Ben ouais, mais on s'en fout des vidéos qui marchent. Les gens sont suffisamment cons pour passer leur temps à regarder des vidéos sur des outils. J'y peux rien, moi c'est pas de ma faute. J'ai lu, non, en plus c'est marrant, on pourrait parler de ça parce que et franchement, YouTube et les outils, YouTube c'est génial pour apprendre à utiliser des outils. Donc on en fera d'autres sur les outils avec quelqu'un d'autre. Non, fais-le avec quelqu'un d'autre ou propose à quelqu'un qui a déjà fait une vidéo sur les outils de faire un case staff sur les outils. Ouais, en fait, tu sais quoi, on a eu des invités même. J'invite les mecs pour nous montrer leurs outils. Donc on a invité Penny Lane. Il m'a pas montré son outil par contre. La prochaine fois. C'est ta faute. Tu l'as désorienté. Ils nous l'ont. Non, on était venu pour parler de la nouvelle règle de TVA. Voilà, mais j'ai fait un super article. Je vais mettre le lien en dessous, comme on parlera pas d'outils aujourd'hui, mais je voulais en parler, mais Josélito veut pas. C'est un super outil. C'est un super article. C'est pas tant une liste d'outils, c'est une liste de types d'outils pour le e-commerce. Donc j'ai identifié 20 familles d'outils pour le e-commerce. Et j'ai commencé en disant, tiens, je vais faire les 7 catégories d'outils importants. J'ai fini avec 20. On a 20 types de logiciels aujourd'hui pour des e-commerce en croissance. C'est assez marrant, vous verrez. Je mets le lien, si ça vous branche, on fera ça en vidéo. Je montrerai ça à mes étudiants là, au mois d'octobre. J'anime un séminaire à l'EM Lyon où cette année, le titre, c'est toujours Marketing Automation. Donc, j'en ai eu marre. J'ai dit au directeur du bordel, je dis arrête avec stratégie marketing automation. Il n'y en a plus de stratégie. C'était il y a 10 ans. C'est fini. Il n'y a plus d'automation non plus. Il n'y a plus d'automation non plus. En fait, tu sais quoi, c'est fini. C'est complètement naze. Je dis par contre, il y a un truc marrant, c'est que la plupart des interlocuteurs que j'ai pu rencontrer ces dernières années et que je rencontrerai probablement sur les prochaines années commencent toujours systématiquement par les outils. Et je dis pourquoi on commence pas par la stratégie et après on choisit l'outil. Donc, j'anime un séminaire pendant 3 jours à la mi-octobre pour les étudiants du Master Transformation Digitale de l'EM Lyon. Et le sujet, c'était de leur dire, mais comment je démontre à des élèves, comment je prouve à des jeunes que la stratégie est plus importante que les outils, et qu'il faut commencer par là, même si c'est compliqué, même si c'est chiant. Comment je le démontre? Et évidemment, il faut que je mette des notes. Donc, l'idée, c'était de faire 2 groupes. Et moi, je m'étais dit, tu fais un groupe qui se concentre sur la strat pendant 2 jours, un groupe qui se concentre sur les outils pendant 2 jours, et le dernier jour, il faut produire quelque chose. Et on voit… Et en fait, c'est super compliqué. Donc, on s'est dit, essayons de raisonner par l'absurde. Voyons ce que ça peut donner. Et je vais leur demander de passer une journée à se prendre le chou, à regarder tous les martech, tous les outils, tout. Se mettre le cerveau là-dedans et ensuite de prendre une décision. Quel outil vous choisissez? Passer des semaines à faire des tableurs et des notions pour classer les outils. Je sais, on le fait pour des clients. Mais c'est pour ça, Philippe, c'est de leur dire, mais pourquoi, puisque c'est quand même une des erreurs les plus grossières qui est faite systématiquement. Faites-le, mais faites-le à fond. Mais faites-le à fond, essayez de le faire à fond, vous voyez, jusqu'à nauséam. Et c'est très intéressant en même temps, parce que regarde, je te raconte, j'étais en vacances. C'est bien parce qu'on a fait le même endroit, tous les deux, en mer Égée, mais pas à la même période. Nous avons visité le même endroit. Merci, ouais. Nous avons visité le même endroit. Et nous étions en Grèce tous deux au même moment. Alors moi, c'était juste le week-end, parce que je ne suis pas loin de la Grèce, où j'étais aujourd'hui encore, mais je m'en vais samedi. Et j'étais en Grèce en même temps que tu étais à Santorin. Je n'étais pas à Santorin, pas déconner, c'est juste le week-end. On ne va pas prendre l'avion. Et en fait, j'ai relu, mais sous une autre forme. Donc, j'ai lu, en fait, la biographie de Magellan par Stefan Zweig. Puisque le 6 septembre de cette année, c'était les 500 ans du retour du bateau de Magellan. Donc, la première sans Magellan, sans Magellan, la première circumnavigation, c'était il y a 500 ans. Et on célébrait cet événement-là le 6 septembre 2022. J'étais en début d'année à Séville, où il y a une réplique du bateau. Ah, cool. Je rentre de Grenade en coworking Blablacar.
D'ailleurs, on devait faire un épisode sur les errements UX de Blablacar, on l'a jamais fait. Quelle horreur. Service client Blablacar. Et donc, il y avait ce mec qui parlait très peu anglais, et moi, je parle assez peu espagnol. Bref, j'essaie de lui dire, mais oui, regarde, là, il y a le bateau de Magellan sur le fleuve. C'est pas sur le fleuve, c'est sur le canal. Comment s'appelle le fleuve à Séville? Bonne question. Quelque chose, Guadalquivir ou quelque chose comme ça. Le Guadalquivir, oui, merci. Et le canal del Guadalquivir en el centro. Et donc, on passe quasiment à côté. Je lui dis, bah là, il y a le bateau et tout. Il fait, le bateau, quel bateau? Bah, le bateau de Magellan. Là, c'est Magellan, c'est qui Magellan? Je dis, bah, je dois pas bien le prononcer. Donc, j'essaye une vingtaine de prononciations possibles. Probablement pas trouvé la bonne, mais bon, il savait pas qui était Magellan. Je dis, mais la première circumnavigation Bah non. Non, allez, jeune. Du tout. Bah, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est une lecture qui m'a été recommandée, que j'ai vu passer, où il disait, bah, c'est un entrepreneur. Et c'est intéressant de le percevoir comme un entrepreneur. Je pense que c'est Mathieu Stéphanie dans un de ses podcasts, Génération Do It Yourself. Et comme j'aime beaucoup Stefan Zweig, je me dis, ah bah tiens, dans l'avion, allez hop. Il écrivait en allemand d'ailleurs? Probablement. En tout cas, moi, je l'ai lu Tu l'as lu en français? Parce que ça, je n'allais pas du tout le lire en allemand. Et je trouvais intéressant que dans l'approche de Magellan, on est bien sûr, il y a une stratégie. Et par contre, après, en fonction de la stratégie, je ne vais pas tout raconter, mais il choisit 5 types de bateaux, du plus gros au plus petit. Et finalement, celui qui va arriver, c'est le plus petit. Le seul qui va rester sur les 5 navires et qui revient à San Luca de Barrameda, donc dans le Guadalquivir, c'est le plus petit, la Victoria. Mais ça part bien de là, si tu veux, pour faire tout son bazar. Le gars s'est pas dit, tiens, je vais choisir les bateaux, un équipage, je vais armer des bateaux. Je te confirme que c'est petit d'ailleurs, parce qu'on a fait le tour de la fosse Nao Victoria qui a Séville, donc, et c'est petit. C'est tout petit. Le Victoria est tout petit. Ah, c'est minuscule. C'est minuscule. C'est le seul qui est revenu, il est tout minuscule. Oui, il fait pas beaucoup, il a un tonnage super faible en fait par rapport au vaisseau amiral qui faisait quand même un petit plus d'une centaine de tonnes. Qui a fini où d'ailleurs? Où est-ce qu'il a coulé celui-là? Ou il a peut-être pas coulé d'ailleurs, je sais pas. Il n'est pas parti en fait. Il n'est pas parti. Non, pardon, ils sont bien partis tous les 5, ils ont fait tout le tour, mais lui s'est arrêté à Malacca, en fait, le vaisseau amiral. Dans les Moluques plutôt. Dans les Moluques, merci. C'est pas au même endroit, c'est pas extrêmement loin, mais à l'époque. Déjà, à Malacca, avion, c'est pas loin, mais non, c'est plus loin. Mais non, il a mal fini, Magellan. Il est mort bêtement. Il a pêché par orgueil, je pense. Il s'est pris une sagaie ou un truc comme ça. Ouais, tout bêtement. Par manque de sagacité. Le mec qui prévoit tout le temps se fait niquer à la fin. Et par contre, son bateau, non, il est pas reparti. Il est resté là-bas. Et il n'y a que la Victoria qui a fini par arriver, commandé à ce moment-là par le mec qui ne voulait pas du tout faire le job. Presque son pire ennemi, c'est finalement lui qui a récolté tous les honneurs. C'est un bon moyen. Ils avaient un esclave avec eux ou un servant qui était d'origine des Moluques. Oui. Et qu'ils avaient surnommé en espagnol, évidemment. Et ouais, c'est lui qui a fait, a priori, le tour du monde en premier, puisqu'il avait déjà fait la partie du voyage jusqu'à l'Europe. Ensuite, il est parti d'Europe, il est arrivé aux Moluques. Et comme lui, il partait des Moluques de naissance, il a complété la première. Et Magellan lui-même n'a pas fait le tour du monde. Non, c'est lui qui a fait le tour du monde finalement. Il s'appelle Enrique. Il a été évidemment hispanisé, effectivement. Mais c'est intéressant. Donc, je pense que les gamins, je vais les emmener là-dessus sur la stratégie avant les outils. Ça va peut-être les faire cogiter. Mais c'était bien parce que j'ai pris pas mal de bateaux. Moi, je ne prends pas le bateau. C'est un truc, la dernière fois, ma femme m'a dit, t'as jamais pris un ferry? Et je lui dis, bah non, j'ai jamais pris le ferry. T'habites Montpellier. J'habite Montpellier. Pour moi, j'allais dire, qui vient... Bah non, je viens de la mer, je viens de Seine-Maritime. Mais toujours est-il que je ne suis pas habitué à la mer en tant que lieu d'évolution. Je n'ai pas de marin dans ma famille, rien. Je suis à 15 km de la mer à l'origine. Et je réalise quand je voyage la quantité de monde qui habite sur l'eau, c'est-à-dire sur des ports, sur des côtes, et qui utilisent des ferries, qui habitent sur des îles. Une île, ce n'est pas une île déserte. La plupart des îles ne sont pas des îles désertes, ce sont des îles avec des villes et des ferries dans tous les sens. Et chaque fois que je vais, que ce soit en Grèce, en Corée, partout, à Hong Kong, tout ce que tu veux, la quantité d'activités qu'il y a sur l'eau, en Turquie... Mais grâce à toi, j'ai téléchargé une application, en fait. Ça a été très drôle parce que je me suis retrouvé avec des Alsaciens
Je me suis retrouvé à faire une interview de Job to be done avec des pharmaciens alsaciens sur un catamaran. Le gars lâche pas l'affaire. C'était très intéressant. Continue. Bah, la conversation est venue, mais grâce à toi, parce que j'ai téléchargé une application, là, Real Time Vessel, je sais pas quoi, sur mon iPhone. Et oui, je cherchais Marine Traffic. ou Marine Traffic, ou je sais pas comment s'appelle celui-ci. C'est Marine Traffic. Ouais. Si tu le dis. Parce que je me retrouve à prendre des ferries et à quelle heure ils arrivent, etc. Et je dis à Morgane. Ah, c'est pas con ça. Ah ben attends, je télécharge. Je dis mais il y a la même chose pour les avions. Philippe m'a parlé d'un truc pour les avions. Il doit y avoir la même chose pour les bateaux. Oh, et en même temps, je voyais des yachts, donc je pensais à toi. Et je vois des bateaux partout. J'ai téléchargé ça. Précisons pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas que j'ai des yachts, c'est que nous avons un client qui vend et qui loue des yachts. Des yachts. Mais tu sais, c'est compliqué d'ailleurs parce que tu me dis c'est Marine Traffic, mais c'est vrai que je vois que le logo, mais je vois pas le nom de l'application. Ça fait partie du marketing sur Android. Alors si tu regardes Revolut Business, ça s'appelle pas Revolut Business, ça s'appelle juste Business, avec peut-être un enjeu aussi de dissimulation. J'ai un ami qui est très geek aérien, et donc chaque fois je suis en mode, ouais, je suis un peu trop geek. Mais donc chaque fois que je vois un truc d'avion un peu marrant, je me dis, bon tiens, je vais envoyer une photo. Donc je lui envoie une photo, en me disant, bon, je vais le saouler avec mes trucs. Mais ça manque jamais, à chaque fois il me répond avec un truc d'un niveau au-dessus, tu sais. Genre une fois j'ai eu un incident, je lui ai dit, je pense qu'on a eu un incident, c'est un peu bizarre, je lui ai décrit le truc, je lui ai dit, mais j'ai aucune trace. 2 secondes après, il m'envoie un lien avec la description de l'incident. Et lui, il a une version payante donc de ça. Donc l'autre jour, je lui dis, tiens, regarde, si j'avais 9 avions dans le crépuscule, on voyait les traces, c'était assez joli de ma fenêtre. J'ai pas mal de couloirs aériens à vitesse de hauteur de croisière, mais tu sais, quand le soleil se couche, les traces des avions sont un peu orange. Donc là, ça ressortait à fond sur un ciel un peu sombre. Donc je fais une photo parce qu'on voyait un peu. Et donc, je me dis, bon, ça l'intéressera peut-être pas trop. Je pense un peu normal parfois. Et évidemment, il me répond dans les 10 minutes en mode oui, d'ailleurs, avec Flight Radar, si tu as la version payante, tu as la réalité augmentée. Comme ça, quand tu pointes, ça marche vachement bien. C'est ça. Marine Traffic le fait aussi. C'est très, très bon voilà. En fait. Mais tu sais quoi, j'installe ce truc et parce que on doit prendre, évidemment, on était à Santorin, Naxos, Paros, on doit prendre des ferries et moi, je reste. Ça arrive à quelle heure ok, est-ce que le gars, au niveau des transferts d'hôtel, ça va bien se passer, etc. etc. Et Google Maps n'affiche pas les ferries comme les bus. Je n'ai pas pensé à Google Maps. En tout cas, c'était. En fait, pour tout te dire, ça a été très marrant pendant ces vacances parce qu'on m'a demandé, j'ai loué, j'ai réservé des excursions, etc. Et sur une feuille volante A4, un formulaire photocopié, on m'a demandé de mettre mon numéro de carte bancaire, la date, le code. Voilà. Ouais, là, d'un seul coup, tu sais, je suis à l'hôtel et quelqu'un, je dis, voilà, je voudrais réserver une excursion là, sur un catamaran, d'accord, très bien. La nana me dit, donnez votre numéro de carte. Et le formulaire arrive, je me dis, attends, sur le même papier, je dois te mettre mon passeport, mon nom, mon prénom, mon numéro de carte, le crypto derrière aussi. Tu veux pas mon groupe sanguin. Et là, je dis à la meuf, attends 2 secondes. Mais il y en a beaucoup qui acceptent de faire ça. Mon wallet Bitcoin. Elle me dit, ouais, tout le monde. Et là, moi, je prends mon Revolut, je crée une carte virtuelle et je lui balance ce numéro-là, tu vois. Je lui dis, OK, si tu veux. Et 15 minutes après, je me demande si ça... quand même, hein. Je me demande si ça a fonctionné. Je reçois un mail avec un scan du ticket de caisse qui me dit, c'est bon, la transaction est bien passée et ton voucher. Et là, je me dis, attends, mais pour de vrai, il y en a plein de gens qui font ça, qui réservent des excursions à 150 balles par personne et qui laissent un numéro de CB, tout est normal. Et la nana au desk me dit, ah ouais, carrément, on fait ça tout le temps. OK. Et là, tu sais, tu dis, mais les hôtels le font par téléphone, hein. Les restaurants aussi maintenant. Mais Philippe, par téléphone, à la limite, en fait, j'en sais rien sur le coup, ça m'a choqué. Je me laisse, mais... Oui, parce que nous, on n'est pas habitués. Je me dis, j'ai une double authentification, j'ai pas peur en soi, tu sais, ça se verrait, mais quand même, je me dis, c'est chelou. Et je précise, je suis allé en Grèce au mois de septembre, il n'y a que des vieux, hein, d'accord? Il y en a beaucoup encore. En Grèce, cette année, c'était 1 million de visiteurs par semaine au mois d'août, man. Tout le pays. Alors, de ce que je
À vérifier, je crois que oui. Je crois que la data que j'ai vue, c'est tout le pays, On pas se rend que pas la mer compte. Égée. Tu vois, je me dis 1 million, je me dirais ça pourrait aussi bien être Santorin, quoi. Non, Santorin, 1 million par mois, c'est compliqué. Écoute, je checkerai. Je sais que ça a été la 3e plus grosse destination en Europe cette année. Tu sais, ça a été j'ai fait des photos du ferry où il y a 2 ferries qui arrivent sur Naxos, qui est tout petit. Et tu vois la quantité de gens qui rentrent et qui sortent en même temps, ce flux. Et tu dis, on est mi-septembre. Et dans les hôtels, ils me disaient, non, mais on est booké jusqu'à fin octobre. Après, j'ai été fasciné par les gros bateaux de croisière quand ça déboule à Santorin. Quelqu'un qui était là avant, qui était là fin août, nous on est arrivé début septembre, m'a dit, mais la semaine dernière à Santorin, sur les petites ruelles pour aller voir le sunset, tu rentrais même pas, tu n'arrivais même pas à rentrer. À Oya, là-bas au bout, tu rentrais même pas dans la rue tellement c'était Le Puy-en-Velay pendant les fêtes de l'oiseau. Un truc de malade. Référence. Et je me suis retrouvé, tu vois, quand tu parles de digital ou de choses comme ça, en fait, tu as plein de. Là, aujourd'hui, à ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de Français, d'Italiens, des personnes d'un certain âge. Et la question se pose, le bateau, il arrive à quelle heure? Le ferry, est-ce qu'on va le rater? Est-ce que le chauffeur, il va bien? Machin et tout. Et toi, tu prends ton marine traffic, tu check, tu commences à regarder. Et derrière moi, il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est quoi votre logiciel? C'est pas le mien. Mais les outils encore. Les outils. Ah un peu quand même. Alors, et là, pour le coup, j'avais jamais pensé à utiliser Marine Traffic pour voir si le ferry était à l'heure. Les gars, ils se posaient la question des yachts et on s'est retrouvés parce que tu parlais d'envie. Ça a été très drôle de se retrouver dans une conversation. Je me retrouve avec un couple de pharmaciens. J'ai découvert des trucs sur le monde des. C'est un bon business. Dealer de drogue semi-légale. Qui me dit. Ouais, et de drogue placebo aussi. Les pharmaciens font de plus en plus d'argent sur le placebo, comme c'est pas régulé. Dis-toi, ils sont là, on est sur un catamaran et le gars, t'es sur un catamaran, t'as à manger, t'es bien, t'es en plein milieu de la mer Égée, on est au mois de septembre, il y a une grosse partie des Occidentaux qui bossent, c'est pas toi. Et le type, il était focalisé sur le yacht d'en face. Il lâchait pas le bateau d'en face. Avec du mode, combien ça coûte? Je dis, je sais pas, déjà, on va essayer de le trouver. Et là, il hallucine, tu vois. Je dis, après, si tu veux payer la version, si tu veux prendre la version payante du truc, tu verras la taille, où il va, d'où il vient, ce que tu veux, qu'en fait. Après, j'imagine qu'avec son identification, tu peux même réussir à trouver éventuellement la holding et machin. En fait, tu peux facilement, tu vois le bateau tout de suite, ça c'est instantané. Une fois que tu as le nom du bateau, tu peux trouver s'il est disponible au charter ou s'il est à la vente. Tu peux le trouver facilement sur Google, chez un ou plusieurs brokers qui le commercialisent. Et puis là, tu as les tarifs approximatifs en fonction de la période de l'année. Donc, si vous voulez faire un devis pour un yacht, tu peux le louer, tu peux l'acheter, tu peux faire ce que tu veux. Sauf que moi, je me retrouve et je dis au gars, mais tu sais, là, le catamaran, là, tu sais quoi? En fait, là, moi, j'ai payé pour être dessus. Je considère que c'est le mien, quoi. Juste, vous êtes mes invités. D'accord, vous êtes une vingtaine, je vous ai invités. Exactement. Je fais comme si. Je fais comme si je suis arrivé, ils étaient tous devant, là, agglutinés. D'un seul coup, je me suis dit, alors maintenant, je sais que ça s'appelle un fly deck. Merci Philippe, c'est pas un rooftop. C'est fly bridge, du coup. Je suis allé voir le mec là-haut, là, et je lui ai dit, hey, Captain, je peux m'asseoir à côté de toi? Et puis d'un seul coup, j'ai vu qu'il y avait un grand machin que tu pouvais t'allonger derrière. J'ai dit à ma chérie, viens, monte. On n'est que tous les deux allongés, parfait. Le gars, il passe, la skipper, tu dis, vas-y, emmène un petit verre de vin et tout. Et là, je lui ai dit, regarde, chérie, c'est le nôtre, c'est notre bateau. C'était très intéressant. On a entendu parler d'un. Vas-y. Vas-y. Je trouvais intéressant cette posture de dire, le gars en bas. En fait, ce qui était marrant, c'est que le gars en bas m'explique qu'il fait de la défiscalisation dans les monuments historiques, qu'il est en Alsace-Lorraine, qu'il a 4 pharmacies. Il ne me dit pas son chiffre d'affaires, mais il me dit qu'en moyenne, une pharmacie en Alsace-Lorraine, c'est 2 millions d'euros. Il me dit qu'il en a 4. Il est avec sa femme, il est avec sa fille. Et sa femme, je tape la discute avec elle, elle me dit, c'est la 3e fois qu'on part en vacances. Je dis, mais t'as quel âge? Elle me dit, j'ai 60 ans. Je dis ça. Faut pas avoir le beurre à l'argent du beurre, mon bon monsieur. Et le gars, je lui dis, mais mec, ta meuf, elle vient de me dire, c'est un monsieur qui avait une soixantaine d'années, et je lui dis, mec, ta meuf vient de me dire que ça fait 3 fois que vous partez en vacances. Ouais, ça ne sert à rien d'avoir 4 pharmacies si c'est pour partir 3 fois en vacances. Et en plus, je dis, tu tapes un sketch là sur le yacht d'en face, mais tu peux te le payer.
Et on commence à regarder le kata et je lui dis, regarde, c'est un Lagoon 46, vraisemblablement entre 500 000 $ d'occasion et si tu veux, la version avec du tech et pas du plastoc dessus, c'est 7 millions de dollars, si tu veux, mais peu importe, on s'en fout. C'était 4 millions de dollars. Je lui dis, regarde, entre 400 000 et 4 millions de dollars. Bon, t'as une bonne fourchette déjà. Tu demandes au capitaine ce qu'il veut. Je dis, regarde, nous, vraisemblablement, c'est la version plastoc. Il n'y a pas, c'est pas du tech dessus, il doit manquer un peu d'équipement, etc. Parce que c'est juste pour trimballer du touriste de longue. Mais tu vois, et tout ça parce qu'on voit ces postes là. Moi, j'arrive, je rentre de vacances, je suis un mec zen, je suis à Montpellier, j'ai encore la plage à 7 bornes. Il n'aura pas de retraite, il n'a pas de pharmacie. Je les vois se faire des prises. Je les vois se faire des prises de melon sur ouais, ça gagne tant, et puis machin, puis Elon Musk, c'est un connard, et puis truc. Et parce que tout ça, c'est un sens. On parle de LinkedIn et j'ai un client. Alors, parce que maintenant, tu as les second orders, c'est-à-dire que maintenant, les posts populaires, c'est « Ah, ils me font bien marrer, les mecs qui sont là, j'ai 15 ans et je fais 5000 balles. » Et donc, tu as des couches et des couches de… Et Philippe, alors, justement, je suis très… Ouais, attends, parce qu'on parle de stratégie. Fini. Mais ouais, je suis très stratégie en ce moment. Pourquoi ? Parce que j'ai fini presque… Vas-y. Allez, je te raconte mon truc, tu me dis. Je suis en train de finir le livre de Robert Greene, que j'ai eu du mal à lire quand même, les 48 règles du pouvoir. Il y en a 48, alors c'est un peu long. Et le livre est un peu chelou, hein, tu vois, il est un peu machiavélien. Donc ça fait bizarre, tu vois, tu te donnes des conseils machiavéliens tout le long. En mode, tu veux du pouvoir, voilà tout ce qu'il faut faire. Il y a d'ailleurs une vidéo d'Oussama qui démonte les 3 premières lois. Il n'a pas fait les 48, faut pas déconner. Mais il démonte le titre, hein, il n'a même pas lu le truc. Donc c'est assez rigolo. Bref, les toutes dernières sont parmi les meilleures, notamment avec l'envie, qui m'a fait beaucoup penser à LinkedIn et à toute la hate Elon Musk qu'on voit. J'ai découvert Kierkegaard à l'occasion. Merci Robert Greene. Et justement, par ailleurs, je suis sur un jeu de stratégie. Alors, j'ai très peu joué aux jeux vidéo dans ma vie. Et là, j'ai découvert un jeu de stratégie. Alors, tu dois connaître Civilization, qui est le jeu de stratégie par excellence. Voilà. Il y a longtemps. Je n'ai jamais joué, mais bon, c'est connu. Et donc, il y a une version hyper simplifiée que tu peux jouer sur ton téléphone, s'appelle Polytopia, Battle of Polytopia. C'est tellement simplifié que c'est presque un jeu d'échecs, tu vois, mais c'est entre les deux, entre civilisation et les échecs. Donc là, je suis un petit peu addict en ce moment et je développe mon esprit stratégique. Et c'est vrai que c'est comme d'hab, comme quand on avait joué à Factorio, tu crées des intuitions avec le jeu vidéo que tu ne crées pas autrement, en fait. Parce que là, tu fais des tours et des tours et des tours. Tu n'as pas l'occasion de créer 100 business en un mois, même si tu es Oussama d'ailleurs. Non. Donc là, tu développes. Donc ça, plus les lois du pouvoir. Donc j'ai ma mentalité stratégique là qui est en pleine ébullition. Mais pardon, je te laisse. Mais c'est important. Mais en fait, Philippe, c'est important parce que là, tu vois, j'étais en vacances, détendu, etc. En même temps, je suis une formation et c'est 8 sessions. À l'issue de ça, j'ai une certification et je serai certifié revenu architecte. Alors, ça va être intéressant d'être revenu architecte, mais ce qui est très marrant, c'est que dans cette cohorte, il y a des consultants et puis il y a des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises, de start-up, etc. Et on est quand même sur de la start-up B2B qui veut scale. Et il y en a un… Des SaaS, exactement. Et il y en a un, à chaque fois qu'il voit une slide avec un chiffre, il dit « T'as pas un benchmark ? T'as pas un benchmark ?» C'est bon ça. Alors on a fait un magnifique épisode également sur l'envie, mais pas que l'envie, le désir mimétique, donc toute la théorie de René Girard, qui est un peu revenue en grâce récemment, qui est vraiment intéressante. On l'appelait Girard et les losers, un truc comme ça, parce que c'est la stratégie aussi, c'est la philosophie, entre guillemets, la théorie qui a beaucoup inspiré Peter Thiel dans toutes ses stratégies. Donc on en a pas mal parlé il y a 15 ans, quand Peter Thiel était un peu plus médiatique qu'aujourd'hui. Oui, il s'est fait très discret. Donc on va mettre le lien en dessous, comme d'hab, superbe épisode, René Girard et les losers. Et je te laisse enchaîner sur le désir mimétique et les benchmarks. Alors, je crois même qu'on l'a appelé le benchmark, une affaire de loser ou un truc comme ça. En fait, je pensais à toi, benchmark is for loser. Parce que je me dis, mais gars, et finalement, le formateur lui dit, mais tu sais, il y a un super truc, encore mieux que le benchmark, c'est l'auto-benchmark.
Donc, tu mesures à toi-même à un instant T. Excelsior, ça s'appelle. Alors, on avait cet article c'est notre article qui marche le mieux je crois, sur PuppyChico en SEO, c'est les taux de conversion moyens en B2B, les taux de conversion moyens e-commerce, c'est nos 2 meilleurs articles, je pense. Et il y a une section à la fin qui dit bon, maintenant que vous avez tout lu, ça sert à rien, faites de l'auto-benchmark. Et Oussama a parlé de cette notion d'Excelsior qu'il avait pris dans l'armée romaine. Alors, qui est de se dépasser soi-même. Ben oui. Alors, c'était marrant. J'ai pas les photos. D'où l'itération. Toute la notion d'agilité et donc d'itération, c'est ça. C'est qu'à chaque itération, tu essayes de faire quelque chose de mieux. Kaizen aussi en japonais. Mais c'est ce qui m'est arrivé pendant les vacances. En fait, on a acheté un truc sur vente privée, d'accord, donc on n'a rien fait. On a donné de l'argent et il y avait les hôtels, les transferts, tout était inclus dedans. OK, le petit déjeuner. Donc bon. Après, c'est genre de truc toute l'année, consumérisme au mois de septembre. Hein. C'est ce genre de truc, c'est une espèce de pochette surprise, quoi. Tu as des bons trucs, tu as des moins bons trucs, mais tu t'en fous. Tu as besoin de 10 jours, tu as envie de décompresser, tu n'as pas envie de te faire chier, tu y vas comme ça. Et le premier jour, moi, je ne savais pas du tout. Et on est dans l'avion et Morgane me dit ah non, mais demain, il y a un tour de bateau au volcan. Je dis attends, il y a plein de trucs comme ça qui sont prévus où je peux dormir quand j'ai envie et aller me mettre le cul dans l'eau quand j'ai envie. Elle me dit non, il n'y a que le premier jour, ils ont rajouté ça dans le package pour faire joli. Donc, premier jour arrive, on prend un petit bateau, OK, on va au port de Santorin, on prend un petit bateau et on va jusqu'au volcan. Et, le petit piton au milieu là. Ouais, petit truc qui reste là au milieu. OK, on va jusque-là. Toute l'île, c'est le volcan. Il y a pas de... Ouais, toute l'île, c'est le volcan, mais le petit, la cheminée. En fait, ce qui reste du volcan, volcan de lave au milieu, là. Piton qui, voilà, et on est sur des bateaux, et ça fait machin, et je regarde, je dis, mais c'est marrant parce qu'ils font semblant que ce sont des bateaux à voile. Il n'y a pas une seule voile sur le bateau, il n'y a rien du tout. En fait, c'est que des bateaux de pêcheurs qui ont été réhabilités, qui font truc à touristes. Mais tu vois les cordages et tout, mais il n'y a pas de voile. Donc voilà. Et on est sur ce petit bateau et on est, je ne sais pas, je te donne un chiffre pour te donner un chiffre. Je ne sais pas combien on était, mais genre on est 60, 70 sur le bateau. Moi, je me laisse porter, on va jusqu'au machin. Je me dis juste, est-ce que je ne vais pas avoir le mal de mer? La dernière fois que je suis monté sur un bateau, c'était en Bretagne, à l'île de Sein. Pendant 1h30, j'ai essayé de ne pas vomir. Ah, c'est pas tout à fait la même mer. Hein, boum. Je me dis, bon, ça se passe plutôt bien. Dans la caldeira de Santorin et puis Ouais, tranquille. La mer d'Irois, c'est pas pareil. Et quand on arrive sur ce piton-là, il y a une espèce il y a un petit endroit là où il y a des sources chaudes, des hot springs. Et là, je vois des catamarans, beaux bateaux, avec moins de monde dessus. Ça avait l'air bien classe. Et j'en vois plein des bateaux à un moment donné. J'en vois plein. Je dis à Morgane, t'as vu quand même? Regarde, d'un côté, tu as tous les gros paquebots des croisiéristes énormes. Et de l'autre côté, tu as des gens respectueux avec leurs petits catamarans, à la voile et tout le bordel. Ok, ça, c'est vu du piton, vu du milieu. Tu ne connais pas l'endroit, tu ne connais rien. Tu dis, il y a les gentils, il y a les méchants. OK. Et je vois ces petits bateaux-là et je regarde le truc et je dis, tiens, ils sont moins nombreux. OK, très bien. Entre-temps, Morgane a voulu faire une deuxième excursion, là, quand on était à Naxos, vraisemblablement. Alors, on a eu le même type de bateau, mais il y avait 2 fois moins de monde. C'était un petit peu plus cher. Il y avait 2 fois moins de monde. Et là, c'était un petit tour. Et par contre, pendant le petit tour, là, cette fois, c'est pas le RER. Il s'arrête à 3 endroits différents. Tu peux plonger et voir les 4 poissons qu'il y a dans l'eau. Tu vois, donc là, tu te dis, OK, en termes de benchmark, on a progressé d'un cran. Et l'avant-dernier jour, on fait la location on loue le catamaran. Et là, je me retrouve où? Dans les hot springs, à côté du bateau là, à touristes, à TER, où il y avait plein de monde. Là, j'étais le premier jour. Et là, j'ai regardé Morgane, je dis, bon, ça va. En 10 jours, on a bien progressé. On est passé toutes les versions. Sauf qu'évidemment, par deux fois. Et là, sauf qu'évidemment, je me suis rendu compte que de loin, là, tous ces beaux petits catamarans à voile, respectueux de l'environnement et tout, en fait, ils y allaient tous au moteur. C'est la même compagnie. C'est par paquet de 20. Ils se suivent en ligne. Et en fait, tu es 15 par bateau, hein, mais par contre, tu es 150 sur la caravane. Et il y a là, tu fais ça matin et soir, matin et soir. C'est un train. C'est un truc de ouf. Franchement, ça a été… On escalator, tu sais. Mais ça a été le truc du benchmark où effectivement, si tu te benchmarks tout le temps par rapport à celui qui a un yacht qui est tout seul dessus ou je ne sais pas quoi, ou est-ce que tu t'auto-benchmarks et tu te dis, bah,
en fait, j'ai vécu 3 expériences différentes, de la, entre guillemets, moins agréable à la plus agréable. Et je suis très content de moi. Voilà. Et c'est c'est divisé même... par deux fois, pardon. Ouais, D'ailleurs, j'avais prévu de de faire un post LinkedIn. J'allais dire le voyage m'a appris la relativité de l'argent et le parapente m'a appris la relativité du temps. Ah, vas-y, développe. On va faire que l'argent peut-être. Non, mais c'est quand tu vis dans des pays variés, comme je fais depuis 2014, donc plus de 8 ans, ouais, tu vois comment les expériences et pas mal d'éléments de mode de vie, etc., sont assez décorrélés de l'argent. Pas à 100%, bien sûr, mais tu vois que l'argent est quand même très relatif. Et dans un pays comme la France, qui est assez obsédé par l'argent, euh, avec beaucoup de névroses, etc., c'est d'autant plus marquant et marqué si tu as une culture qui vient de ce pays-là. Et tu vois ouais, les écarts. Et on en parlait l'autre jour, en digressant en fin d'épisode, sur les commentaires français qu'on reconnaît toujours à 3 km parce qu'il n'y a pas une review française qui ne parle pas de prix sur quoi que ce soit sur Google Maps. Quoi, tu vois, Bon, on ne va pas la refaire. Et juste le fait d'avoir voyagé, d'avoir vu des choses plus chères, moins chères, la même chose, beaucoup plus cher, la même chose, beaucoup moins cher, moins bien et plus cher, beaucoup mieux et beaucoup moins cher. Et puis après, tu parles à beaucoup de gens de divers horizons. Chacun a son standard, chacun a sa normale, son benchmark. Et tu vois que dans un monde qui s'est beaucoup homogénéisé, il y a encore une hétérogénéité énorme, en particulier sur les questions de prix, de coût, de valeur. C'est dur de trouver des exemples. On pourrait parler de santé. Et je vois déjà les réponses qu'on va avoir, mais regarde les États-Unis. Quelqu'un l'autre jour a une douleur type canal carpien, doit faire un scanner ou une IRM, je ne sais plus. Elle en a pour plus de 2000 euros ou dollars. On est à parité. L'assurance ne marche pas. Bon, c'est tout un bazar. J'ai été en Ukraine une fois après m'être fait mal au dos. Le voyage était prévu d'avance, c'était pas lié. Mon ami ukrainien me dit bon, t'as mal au dos, vas-y, on va faire une IRM, vas-y, je t'appelle la clinique. Je fais il me fait, attends, on essaye. Il appelle, il me dit dans 1 heure, 70 euros. Je fais d'accord. Voilà. Et 1 heure après, j'étais dans la machine et ça m'a coûté 70 euros et j'ai pu voir mon hernie discale, c'était joli. J'ai repris. Et ma kiné qui est polonaise qui me disait ah ben nous en Pologne le kiné c'est 150 euros. Voilà, exactement. Et elle me dit ouais mais tu vas pas toute l'année une fois par semaine. Joselito, tu y vas 4 fois et par contre ton kiné c'est pas 30 minutes, c'est 1h30, mais le job il est fait. Et tu vois, c'est ce que tu vois. Et c'est à l'infini, hein, là c'est un exemple, des exemples de santé, parce que c'est ce qui nous vient, on ne prépare pas ces épisodes, vous le savez, mais ça peut être sur la nourriture, ça peut être sur toutes sortes de choses. Le fromage, tiens oui, quand j'ai vu du chavroux en pyramide, là, à, je sais pas, 70 euros le kilo à Taïwan, j'ai failli m'évanouir. Hein. Oui, Chili, le fromage qui coûte une blinde pareil. Tu dis, mais vous êtes sérieux? Le café lyophilisé haut de gamme au Chili. Mais oui, Oh là c'est vrai, le café la lyophilisé haut de gamme. bouffe au Chili, c'est dégueulasse. Au Chili, ça coûte une blinde et tout. Le logement, on ne parle plus de logement. Et ensuite, il y a tous les coûts tiers qui ne sont pas les coûts en argent, parce que si on regarde se loger en France, il y a toutes sortes de coûts qui ne sont pas de l'argent, qui sont du temps et de l'énergie. Très compliqué de se loger en France. C'est de pire en pire, j'ai l'impression. J'y suis pas, je le vis pas, mais dès que j'en ai un écho, c'est hallucinant. C'est très compliqué. Pour moi qui déménage tous les 3 mois, ça... je me projette pas. C'est pour ça que ce sujet, je trouve ça intéressant, en fait, ce truc sur l'envie. Et là, en l'occurrence, c'était marrant de se retrouver avec un couple de pharmaciens qui voilà, le gars dit très clairement qu'ils ont beaucoup d'argent. Il m'explique qu'en plus, très, très cool, tu vois, très tranquille. Mais ça m'a fait halluciner quand il m'a dit, quand la nana m'a dit, c'est la 3e fois qu'on part en vacances. On s'est regardé avec Morgane, on dit waouh. Et attends, parce que là, tu as pitié de ça, mais la question suivante, c'est est-ce que vous aimez ça? Ça se trouve, ils vont en vacances, ils aiment même pas partir en vacances. Peut-être qu'ils le font parce qu'ils se sont dit, bon, il faut bien prendre. Non. Il y avait, alors, c'était même pas. Non, on a une vraie discussion. Ça pourrait. J'étais vraiment en mode job to be done, tu vois, en disant, mais ok, lui me dit, c'était très marrant parce que lui me dit, mais sa femme dit, ouais, j'aimerais bien partir plus souvent en vacances et tout, on a les moyens. Et ce que je lui dis, vas-y, tu te
tu te prends un pimpin, là, tu te mets un directeur dans chaque boutique et puis tu t'en occupes plus, quoi. Et lui me dit, mais moi, j'aime pas les vacances, en fait, j'aime trop mon Donc lui, il travail, n'aime je pas. suis Il y en a un complètement des à deux qui fond. n'aime pas. Et pendant qu'on était sur le bateau et tout, il répondait au téléphone, tu vois, il était complètement perché sur ce truc-là. Et moi, je dis, bah, t'as qu'à faire technomade. si Déjà, t'aimes travailler et puis et que ta femme, elle aime voyager, et mais voilà. Et l'étape bougez, quoi. suivante, c'est même, à un moment, c'est admettre qu'on est, chacun est différent et Oui, sortir de ces schémas sociaux et de cette ouais. réplication et de ce mimétisme et de se dire, OK, ma femme aime voyager, pas moi. On est ensemble depuis 30 ans, 40 ans, on va pas se quitter, on s'aime bien. Bah, qu'elle parte en vacances sans moi, c'est quoi le problème? J'ai un ami, ça finissait toujours après des petites bagarres. Son père aime pas les vacances, bah, mon ami ukrainien, tiens. Son père n'aime pas les vacances, sa mère aime les vacances. Bon, bah, malheureusement, c'était pas l'harmonie totale, donc ils se sont pas mis d'accord et dire: «OK, on fait comme ça». Ils se battaient toujours un petit peu et puis après, la mère emmenait les gosses en vacances, le père faisait son pop, pop, pop de son côté et tout le monde était content. Alors après, Philippe, combien il faut se battre pour en arriver là? Ou est-ce qu'on peut mais trouver Morgane est en vacances, elle n'est pas son là job tu lui aujourd'hui. donnes? Elle a 9 semaines de congé et là, elle a pris un C'est mois. beaucoup. Je ne peux pas, moi, prendre un mois de vacances, d'accord? Elle les a. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Elle a la possibilité 9 d'avoir semaines, c'est 9 semaines de beaucoup, vacances. arrête. Non, 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 parce que, Non, mais non, ben 4 non. millions, c'est beaucoup et 9 semaines, c'est beaucoup. Non, Philippe, parce qu'en contrepartie, elle n'a pas du tout le niveau de rémunération auquel elle pourrait prétendre si elle Mais n'avait que même, 5 semaines, par exemple. c'est beaucoup quand même. C'est je sais pas. Non, je pense pas. Non, ça me choque pas. En fait, c'est Non, mais c'est pas choquant, c'est juste beaucoup. vis-à-vis de ça. C'est bien. Ouais, ouais, non, c'est beaucoup pour beaucoup de monde et Parce c'est que c'est bien. Et pareil, quand là, tu dis lui, il a 4 pharmacies, c'est beaucoup. ah oui, non, non, mais Tu vois, et ok, tu pourrais dire, oui, mais il n'a pas le niveau de vacances auquel il pourrait prétendre. Bon, bah si, c'est d'accord, ok. beaucoup, c'est tout. Donc ouais, c'est beaucoup. Et en attendant, bah, tu vois, elle poursuit ses vacances et moi, je suis ici à la maison et j'ai repris le boulot. Et ça pose aucun problème. Et je pense qu'elle va retourner à Santorin. Moi, pas, parce que finalement, je me dis, c'est kiffant, 10 jours en mer Égée, mais à un moment donné, je me fais chier. Ah, puis Euh, c'est Disneyland, Santorin, euh, faut arrêter. ouais, non, mais c'est Disneyland, on est bien. Mais Naxos Paros, c'est à peine Il mieux, en n'y a vrai. pas de grec à Santorin, enfin, Tu, tu- ouais. tu fais un musée archéologique, tu dis, putain, une demi-heure, j'ai pas tenu plus parce qu'il n'y a pas à tenir plus, on va dire 3 pièces. Tu te dis, voilà. Et tu te rends compte que c'est très bien, c'est très agréable, c'est pas ma came, mais je pense que cette notion d'envie, je sais pas pourquoi, mais On va citer je, je, Kierkegaard. je le vois en fait. Tu sais, quand je parle de stratégie, c'est aussi avec certains clients. Je pense que ça les oblige. La stratégie, c'est quand même quelque chose qui t'oblige à te regarder toi, vis-à-vis de toi-même, pour toi-même. Et c'est très désagréable parce que justement, c'est de se dire ça j'aime pas, ça j'ai envie. Et ça fait chier de se dire, On ne sait ouais, en pas fait, faire. j'ai envie et je me donne pas les moyens de mes envies. Ça te met face à tes lâchetés et c'est très désagréable. Et je pense À que ton ça fait vide, à ton partie de vide. ce truc de dire, euh, ah ouais, mais si je me penche sur ma strat, si je commence à travailler sur mes valeurs, mon client idéal, tout un tas de sujets comme ça, bah, je préfère aller acheter un outil et que vraiment commencer à creuser le sujet. Et chasser un benchmark. Et ouais, bah ouais. Alors que là, tu te dis, Alors, OK, bah, autre remarque stratégique qui est dans les toutes dernières lois du pouvoir, c'est de s'arrêter au bon moment. Et surtout après une victoire. ouais, vas-y. Bah parce que, tiens, bah typiquement, ça me rappelle, il y avait Reworked, des mecs de Basecamp là, Jason Oui, Fried des HH. Et il disait aussi, parfois on a une taille qui est la bonne taille, il faut s'arrêter à cette taille-là, il faut arrêter de chercher toujours plus. Et bah pareil, quand tu sais, Oussama disait le bonheur ou la gloire, il y en a plein des comme ça. Et Robert Greene te dit, bah, il parlait de Sparte aussi, qui a finalement avait trouvé sa taille et voulait pas aller plus loin, mais bon, ils se sont retrouvés en conflit avec Athènes, donc ils ont dû battre Athènes. Et après, ils ont tout perdu parce que le fait d'avoir battu Athènes les a changés de. Alors, c'est encore un autre chapitre, mais je fais le lien. Et il donne plein d'exemples comme ça où Athènes, pour le coup, alors Périclès qui dirigeait Athènes à cette époque, avait compris qu'il fallait pas qu'Athènes aille trop loin. Donc il faisait des petites guerres qui excitaient un peu le peuple était content, il avait sa petite guerre, sa petite victoire, mais il faisait jamais des trop grosses guerres pour pas aller trop loin, parce qu'il savait qu'il fallait pas aller trop loin. Périclès est mort, les démagogues ont pris le pouvoir, ils ont dit bon, on nique la Sicile, ils ont été niquer la Sicile, Athènes a été foutue en l'air parce que c'était la guerre de trop loin. Et il y a plein de trucs comme ça, il donne plein d'exemples. C'est Robert Greene, il aime bien sortir une tonne d'exemples, souvent avec des petites fautes, mais c'est pas grave.
Et donc, il te montre qu'à chaque fois, l'échec arrive quand tu n'as pas su t'arrêter au bon moment. Tu as une victoire, tu crois que… je crois que c'est Napoléon aussi qui disait: «Il vaut mieux avoir pas de la mauvaise chance, bad luck, pas de chance que de la chance». Parce que tu as pas de chance, tu t'améliores, tu t'améliores, tu t'améliores et tu te dis: «Bon, je suis nul, mais je vais y aller» et tu travailles dur. Et quand tu as de la chance, tu dis: «Ah, je suis trop fort». Pareil en bourse. C'est là que tu te fais exploser et tu étais pas prêt pour. Parce que tu as Eddy, si tu as 3-4 succès d'affilée, c'est ça qui va te tuer, quoi, parce que, ouais, donc je me suis complètement égaré, mais Non, je mais te ça laisse fait faire le lien. mais non, ça fait partie de ces sujets, mais clairement, ça fait aussi partie de ces Oui, sujets, savoir la s'arrêter à la bonne stratégie. taille et donc je voulais dire C'est s'arrêter mais oui, c'est quand tu sais s'arrêter pas à ce la que tu bonne veux, taille. tu regardes ce que font les autres et tu regardes ce que veulent les autres et donc Ouais, tu continues au-delà de… Donc par exemple, si ce que tu voulais, c'était partir en vacances, blablabla, peut-être que tu voulais pas atteindre les 10 millions, peut-être qu'à 1 million, tu étais très bien, tu avais exactement ce que tu voulais et il fallait pas aller plus loin. Et il fallait consolider 1 million et tu vois? Il y a ce blogueur, écrivain, podcasteur qui s'appelle Ramit Sethi qui fait des podcasts maintenant sur l'argent, aux États-Unis et qui a un concept assez intéressant qu'il appelle Rich Life. Et il dit, bon, être riche, c'est une chose, mais être riche, c'est pas juste avoir beaucoup de moyens, c'est avoir la vie que tu veux avoir. Donc, il faut savoir ce que tu veux et le construire. Et après, tu fais avec les moyens que tu as et tu essaies d'améliorer tes moyens, mais tu vois. Et donc, tout son travail autour de ça, et un coup, il prend des gens qui n'ont pas trop de moyens, mais qui dépensent au mauvais endroit. Et un coup, très souvent, il prend des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas profiter, y compris une dame là, qui a une transplantation de poumon et qui a probablement une espérance de vie assez réduite, peut-être entre 3 et 10 ans, mais qui est encore en train de penser comme si elle allait vivre jusqu'à 90 ans et de se dire: «Ah oui, mais bon, si je oui. quitte mon boulot, ça fait moins de revenus». Fait: «Mais tu as combien là?» «Bon, on est à 12 millions avec la résidence principale». Il fait: «Et ton espérance de vie est de?» «Ouais, d'accord». Et elle dit: «Ouais, je sais», elle dit: «C'est pas logique», mais parce que la meuf est Non, hyper logique. Mais j'arrive pas, c'est tellement satisfaisant d'utiliser un coupon de 20 € ou 20 $ pour aller au supermarché et d'économiser 20 $. ma coach me disait là, ces derniers temps, on a travaillé le rapport à l'argent, me disait: «Mais, riche, pauvre, essaie de travailler sur la notion d'abondance, juste d'abondance». Alors évidemment, elle me disait pas Non, tout ce qui José est, Lito. la loi de l'attraction universelle ou Nous je sais pas, nous ces nous conneries, nous hein. viv nous vivons la fin de l'abondance. Mais en fait, ouais, certainement, en tout cas, à mon échelle, et c'est un peu ce truc, je l'ai vu aussi sur cette histoire du yacht du mec d'en face. Mmh. Et l'abondance, c'est plus le fait de dire, moi, en tout cas, dans ma vie, j'ouvre la porte du frigo, il y a quelque chose à manger dans le frigo. Le frigo plein, c'est une abondance. Voilà, pour moi, c'est l'abondance. Que dedans, il y ait du caviar ou pas, j'en ai rien à foutre. J'ouvre le frigo, j'ai faim, j'ouvre mon frigo, j'ouvre mes placards, il y a à manger. L'abondance, elle est là. Et on parlait de Et au business. supermarché, il y a pas la queue, tu as les moyens d'acheter ce qui est en rayon et cetera. Voilà. Et quand on parlait de business, bah, tu vois, c'est des questions qu'on évoque des fois avec les clients, c'est de leur dire, mais tu veux, mais pourquoi tu veux que ton pipe il soit full, full, full? Est-ce que tu peux manger tout ce qu'il y a dans ton pipe commercial? Non. Bah, qu'est-ce que tu te fais chier à injecter, à faire de la lead gen à gogo? La formation sur laquelle je suis en train de travailler, de Winning by Design, hier, on a passé 1 heure et demie sur ce sujet d'adapter, d'aligner correctement sales, marketing et customer success en fonction de ton business, etc. etc. Et le gars disait, voilà, tu arrives dans une boîte où le revenu annuel d'un client, il est de 15 000 $, et toi, tu mets 4 inside sales, 2 AE, tu vois, tu en mets une pléthore, où tu fais de la BM Winning by Design, ils ont accompagné 1000 scale-up aux États-Unis depuis 2014. Et il dit c'est un problème qu'on retrouve systématiquement. C'est un espèce de décalage entre les organisations. Alors, soit c'est du marketing surdéveloppé, du sales sous-staffé, etc. Et par rapport au En revenu France, c'est annuel, plutôt l'inverse. il parlait du nombre de clients. Ah bah, on a eu un sujet là-dessus sur, on parlait du
revenu annuel par client. Et évidemment, ils mettent des tranches 15, 20, 50, 100, 200 000 $. Il te dit à 50 000 $, c'est du petit client, tu vois, c'est du SMB sur du SaaS. Et là, tu dis 50 000 $, c'est du SMB sur du SaaS. Et il dit, ouais. Attends, on parle de quoi là? Du revenu du client? On parlait de revenu client à l'année. Combien te rapporte un client à l'année? Ah, combien rapporte à toi, pas à toi, non. Combien te rapporte à toi un client à l'année? Il dit 50 000 $. Aux US, ce n'est pas des gros montants. C'est un temps partiel, de toute façon. Donc, c'est à peine un carton. Non, on parlait de combien le client en licence te rapporte à l'année. Ah, en licence, d'accord. Oui, je pense service, moi. Non. Il disait en licence, tu dis, OK, tu vois, par exemple, tu sais que HubSpot sur une licence pro, c'était 15 000 $ par an. Et c'était rigolo parce que tu dis, 15 000 $ par an, aux US, tu fais par un sketch, quoi. Tu mets un SDR, il passe 2 coups de fil, il te dit, c'est bon, remplis le formulaire, brief tout seul. Self-service. Self-service, quoi. Ce qu'ils appellent du product-led growth. Tu dis, vas-y, c'est du PLG, ça, c'est, tu vois, t'emmerdes pas avec ça. Et là, tu arrives, tu dis, non, moi, 15 000 en France, non. J'ai un call, 2 calls, 3 calls, un rendez-vous, un resto. Passe par le service achat, 3 restos avec le PDG, un coup de l'autre côté, un appel d'offres. Il y a une nana dans la cohorte qui te dit, non, mais laisse tomber, moi, j'ai bossé des 2 côtés. Ce qui me fait halluciner, c'est surtout les rémunérations. En France, c'est que des alternants. Et sinon, tu es account exécutif senior, tu es payé 40K. Tu m'étonnes que les mecs, ils branlent rien, ils ne sont pas incentivés. Quiet quitting. Mais c'est clairement ça, Philippe. Tu vois. Et il disait beaucoup, c'est une erreur stratégique, en fait. C'est-à-dire que… Attends, juste sur LinkedIn, on a encore des posts francophones de type faut-il plafonner le variable? Bah ouais, plafonne ta croissance. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu ne veux pas croître au-delà d'un certain seuil, plafonne tes variables. Mais c'est un vrai sujet, tous ces trucs-là. Et lui, il disait, par exemple, à un moment donné, chez Winning by Design, ils te disent, voilà, nous on considère que si tu bosses avec des entreprises, attends d'atteindre un palier de 10 millions et puis après, va chercher un nouveau segment, mais ce n'est pas de travailler 3 segments à la fois ou des choses comme ça. Focus. Focus. Ça, et là, c'est la stratégie aussi. Alors, c'est la stratégie des échecs. Après, il y a la stratégie du go, c'est un peu différent. Tu as une des personnes d'accord qui bosse avec un fonds qui dit, ah non, mais moi, je ne peux pas dire ça à mon fonds. C'est égal manque d'ambition, égal machin, alors, égal machin. Regarde comment choisir le mauvais fonds plombe ton business. Il dit, ouais, mais si tu veux scale, Winning by Design, c'est de 1 million à 100 millions de $. C'est comme ça que ça marche. Pour dire que quand tu as le mauvais fonds, si tu ne choisis pas les bons investisseurs et qu'ils ont un droit de regard sur ce que tu choisis de faire et que tu ne peux pas faire la bonne chose parce que le fond, je ne dis pas que là, l'un ou l'autre a raison, mais bon, je pense que là, ce n'est pas le fond qui a raison. Mais mettons, si tu as le mauvais fond et que le fond t'empêche de faire ce que tu devrais faire, le fond est un obstacle à ta réussite. Grave. Donc, choisir ses investisseurs, c'est aussi important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis surpris à faire un VTO avec une toute petite boîte. C'est marrant parce que c'est vraiment, tu vois, comme quoi. Je pourrais finir là-dessus, mais c'est sur LinkedIn, quelqu'un dit, voilà, moi, je voudrais organiser mon commerce, machin. En gros, c'est, vous me conseillez quoi comme CRM? Bon, OK. J'ai été pingé sur cette conversation et je prends le téléphone, je vais passer 1 heure avec la personne et voir de quoi il en retourne. Résultat des courses, il y a 3-4 personnes, elle a eu en contact 3-4 personnes. Et je dis, pourquoi tu as signé avec moi? Et je lui fais faire un VTO. Hein. On commence par là, en fait. Tu vois, quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? VTO, c'est pas que les valeurs. C'est pas que, mais c'est tout en haut du VTO. Un petit bout. Ouais, parce que ça. C'est un petit bout, mais c'est quand même en haut. C'est presque inutile pour une petite boîte, mais c'est même pas la partie valeur, c'est la partie vision derrière. Et dès que tu vas embaucher plus de 5 personnes, a fortiori si tu es remote, tu as un moment besoin de documenter ce qui est spécial chez toi et d'expliciter le voilà. Et la personne a capté, elle m'a dit, ouais, non, mais je lui dis, je te préviens, on va faire un truc, tu vas avoir le sentiment que ça fait rien du tout. Hein. Ta question, c'est quoi le CRM que je dois choisir? Et on va travailler 1, 2, peut-être 3 sessions sur VTO. Si vous ne savez pas ce que c'est, il y aura un lien en bas. Il y a déjà des vidéos là-dessus, j'imagine.
Et en fait, je me dis, ouais, non, 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 c'est la bonne approche. Vraiment, je me sens confortable là-dessus de dire, je te fais commencer par le bon commencement. En tout cas, je te fais l'envisager par un passage qui est pas déconnant. Commence par là et après, tu vas voir. Petit à petit, on va y arriver à tes outils. Et là, c'est pareil. Le premier réflexe, c'est quelqu'un qui démarre fort et qui se dit, OK, j'ai démarré une activité en solo, je suis dépassé par le succès de mon activité, donc il faut que je me structure. Elle a déjà fait des recrutements et en fait, la personne sent qu'elle est bordélique, quoi. Elle se dit, waouh, ça va pas bien se passer. Tu as le problème de qui tu recrutes derrière, c'est-à-dire que tu as des gens qui soient alignés et c'est là que tu as besoin un minimum de… Bon, tu peux le faire à l'instinct, bien sûr, pour les valeurs, mais pour le reste, notamment la vision, c'est… Okay. Magellan, il a bien galéré, hein. C'est pas lui qui a choisi sa team. Hein. C'était très compliqué d'être un Portugais aussi, et de manager des Espagnols à l'époque. C'était pas simple du tout. Ça pas toute la question, c'est qu'est-ce qu'on construit. On disait tout à l'heure, sinon tu copies les autres et tu as vite fait de construire un truc qui te va pas. Et si tu es en… Ouais, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a un bon moment qui n'est pas le même pour tout le monde, où il faut s'arrêter et se dire, OK, qu'est-ce que j'essaye de faire? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est les fameuses 7 habitudes là, de Stephen Covey. Il te dit, 1, commence avec ton objectif en tête, et 2, priorise ce qui va t'emmener vers ton objectif. Je paraphrase. C'est quand même les 2 étapes les plus importantes. Si tu ne sais pas où tu vas, tu peux aller très vite là où tu ne veux pas aller. Donc, Magellan, c'était facile. Il voulait revenir là où il était, mais en faisant le tour. Bon. Ouais, non, mais exactement. Il savait ce qu'il voulait. Lui, il dit non, 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 non. Bien sûr, je sais bien qu'on peut le faire par l'ouest. Moi, je veux le faire par l'est. C'est juste que je veux pas le faire comme tu dis. L'inverse. Je veux le faire d'un côté et de l'autre. Et tu te dis putain, faut être marteau quand même. Faut te dire non, non, on va y aller par là, les gars, et on va pas démordre du truc. Et tant pis, je vais mourir, ça va mal se passer, tout ce que tu veux, peu importe. C'est pas grave. En tout cas, moi, je veux le faire comme ça, je veux y aller par là. Et tu es tranquille quand tu le fais comme ça. Tu disais Santorin, c'est Disneyland. Je pense que si j'avais eu envie de vacances culturelles, machin, j'aurais pété les plombs. Sauf que là, c'était l'idée de départ, c'était viens, on prend 10 jours, on oublie tout. On a une année intense et on va avoir une fin d'année intense. Bien, on s'offre vraiment 10 jours comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, bien, prends un package, c'est pochette surprise, il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien. Tu arrives dans un premier hôtel, on te dit c'est un 4 étoiles. La douche, ça se voit pas. Ça se voit pas, la douche, il n'y a pas d'eau. Tu entends ce que la nana dit au standard. Tu as les voisins d'à côté qui tirent la chasse d'eau, tout le monde est au courant. Tu dis, OK, c'est un hôtel Ibis, là, votre truc, vous êtes sérieux? Je pense que Ibis, c'est mieux que ça. Mais ouais, carrément. On a Ibis, t'as pas le bruit. Mais non, on a pris les trucs comme ils venaient. Tu arrives à Santorin, il suffit que tu arrives au même moment, c'est-à-dire tous les jours où il y a 2 gros bateaux de croisière qui débarquent, je ne sais pas combien de touristes. Il y avait la boutique qui vendait des Rolex. Et je me suis dit, mais chouchou, explique-moi un truc. C'est Aoya, ça, non? Non, même pas. Non, à Fira, il y a la petite square avec toutes les boutiques cheloues. Là. Shopping center avec des boutiques luxe, machin. Et tu te dis, mais attends, tu sors d'un gros bateau de croisière énorme et tu vas acheter une Rolex. Un petit cadeau. Et Morgane me dit quoi? Tu fais graver Santorin plus la date, tu mets Fira à la date et ça te fait un souvenir. Okay, tu la revends comment ta Rolex? Non, n'importe quoi. tu vois. Mais c'est pareil, si tu t'es dit c'est des vacances comme ça qu'on va se passer et ça va être très bien, en fait, tout est super sympa, tout est bien. Et tu regardes le mec sur son yacht. C'est quoi, j'ai proposé à mon voisin de catamaran, je lui dis, mais tu sais quoi, on pique une tête, viens, on nage, on va le voir et on lui demande si on peut faire une visite. Et tu sais, il me regarde avec des yeux comme ça, je dis, mais je suis sûr que le mec, il te dit oui, en fait. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Tu traverses et tu dis, ouais, voisin, salut, tu vas bien? Il y a des youtubeurs comme ça qui se promènent dans des endroits où il y a beaucoup de luxe, qui se promènent, par exemple, ils demandent au mec, t'as fait quoi pour avoir ton yacht? Quel argent? Comment t'as gagné ton argent? Donc ils interviewent tous les mecs comme ça sur le port, et puis si le mec lui répond et que le mec a l'air sympa, il lui demande s'il peut visiter et il lui fait faire un tour.
Et le mec filme tout, mais ça sur YouTube. Il y en a d'autres qui font pareil avec des voitures. Je n'ai pas trop regardé, mais j'ai vu passer ce genre de vidéo. Je sais que ça existe. Et c'est la preuve que les gens sont prêts. Et certains sont très ouverts. Bon, alors, on fait notre citation ou pas là? Moi, j'ai du boulot. J'ai des Oui, bah clients vas-y, cite. à m'occuper là. Qu'est-ce qui était? Non, mais on a posté ça sur LinkedIn. C'était quand? C'était hier. On voit passer tellement de trucs. Je pense que c'est le cœur de l'envie. Donc, j'ai bien aimé cette citation de Kierkegaard qui était citée par Robert Greene. Donc, un admirateur qui sent qu'il ne peut pas être heureux en s'abandonnant à l'admiration qu'il éprouve, donc, choisit de devenir envieux de ce qu'il admire. Il parle alors un autre langage. La chose qu'il admire vraiment est qualifiée de stupide, insipide, bizarre. Et l'admiration. Alors, ça, j'ai pas eu la fin. L'admiration est un heureux abandon de soi. L'envie est une malheureuse affirmation de soi. On a mis 2 autres Excellent. citations, Schopenhauer et vas-y, je vais raconter la blague juive quand même parce que c'est pas une Ah blague, oui, c'est une ah oui, oui, ah parabole. oui, elle est trop. Allez, j'essaie de la faire de tête. Mais bon, j'aime bien la malheureuse affirmation versus heureux abandon, c'est pas mal. C'est très juste. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui bon, là, on va faire du Tocqueville, dans les siècles démocratiques, heu, on ne peut plus admirer, en fait. L'admiration, affirme une inégalité et Mmh. l'inégalité est devenue insupportable dans la société démocratique et on ne sait pas admirer. Tous les gens qui sont là et on va dire Elon Musk comme d'hab, hein, parce que c'est ce qui me choque le plus. Je pense qu'Elon Musk, c'est quelqu'un qu'il faut admirer aujourd'hui et tous les gens qui non seulement ne l'admirent pas, mais qui, pire que ça, changent de langage parce que je pense qu'ils l'admirent au fond, donc ils en deviennent envieux et donc ils l'attaquent en permanence. Et tous ces gens qui l'attaquent, j'ai envie de leur dire: «OK, qui est-ce que tu admires vraiment?» Je suis très, très curieux des réponses, donc je vais commencer à jouer à ça Mmh, et mmh, essayer de voir qui les gens admirent vraiment, auprès de qui ils mmh, sont prêts à mmh. abandonner leur soi et se dire: «OK, telle personne est bien mieux que ce que je pourrais être et c'est beau et c'est très bien et j'ai de la gratitude pour le fait que cette personne existe, heu et j'ai de l'acceptation pour le fait que je suis moins que ce que cette personne est». Donc je suis très curieux de Ah, bref, c'est allez, marrant la parce que blague moi, juive, j'ai ouais. pas ce truc-là d'être mieux ou d'être moins. C'est-à-dire que je me sens pas mieux ou moins qu'Elon Musk. Quand il va chier le matin, il fait comme moi, Elon Musk, hein. Faut qu'il Mmh. pousse les sphincters, sinon ça sort pas. Donc partant de là, Ah, ça dépend ce que non, tu as mangé. ça se dépend ce qu'on a mangé. Mais lui, c'est pareil, hein. S'il bouffe trop de tacos, nachos ou de je sais pas quoi et qu'il picole trop, il a la tête dans le cul le lendemain. Donc je me sens pas mieux ou moins bien. Par contre, j'ai pas d'animosité vis-à-vis de ce qui se fait. Je me dis, OK, ce que je peux admirer, c'est la capacité à aller au bout de lui-même. Ça, ouais, Ouais, définitivement. ce qui est déjà une forme de mieux. Donc après, il y a des mieux, il y a des moins bien, tu vois? Et après, il y a un net et comment tu calcules un net sur des choses aussi subjectives. Mais je suis aussi bien qu'Elon Musk, en fait, il vaut pas mieux que moi, ce mec-là. C'est pas vrai. Ça, c'est un truc bizarre. Enfin, dans mon monde, c'est un truc Ouais, bizarre de me dire c qu'Elon Musk, il est mieux que moi en tant qu'humain sur cette planète. C'est faux. c'est C'est un pas autre ça. framework et mais Il fait, il fait on a ça. plus le temps, mais Il pour, fait son job, je fais le mien. Tu fais le tien. Tu peux on pas me. garde ça pour la prochaine fois, Ouais, si mais tu veux. Ouais, c'est intéressant. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait, est-ce par qu'il y a une contre, que hiérarchie, tu vois? On garde ça pour la prochaine fois, non, il mais n'y a pas d'hierarchie. est-ce qu'il y a une hiérarchie ou est-ce qu'il y en a pas? Donc c'est bon, José Il y en Lito a part pas. du principe qu'il y en a pas, donc par défaut, je vais partir du principe Ouais, qu'il y en a, parce qu'il faut bien, ouais, non, mais il faut bien qu'il y ait débat. Il faut bien qu'il y ait débat. mais par contre, il n'y a pas, il y a aucune raison d'aller. Mais pose ta question. Je pense qu'elle est juste de demander à quelqu'un, ok, t'admires pas Jobs, Elon Musk, Poutine, qui tu veux, Macron, Mélenchon. En fait, qui tu veux, mais Qui t'admire? t'admires Greta qui? Thunberg même, hein, pourquoi pas? Ouais, si tu veux, mais n'importe qui. Ou Kathleen Jenner. Si tu Allez, la veux. parabole juive. Mimimati. Vas-y, la parabole juive. Un roi de l'ancien temps rencontre 2 hommes, l'un d'entre eux envieux et l'autre, comment on dit? Greedy? Avare. Avare, voire cupide. Et il offre à ces 2 hommes le cadeau de leur choix. Le premier fera sa demande et le second obtiendra la même chose que le premier, mais en double. Évidemment, l'envieux ne peut pas supporter de passer le premier, parce que ça veut dire que l'autre aurait plus que lui. Et ça, en tant qu'envieux, il ne peut pas. L'avare, lui, ne peut pas supporter de passer second. Parce que s'il passe deuxième, il aura moins que ce qu'il aurait pu avoir. Et il ne peut pas avoir moins que le maximum. Trop cupide. Et donc il argumente et dit à l'autre: allez, passe. T'auras un truc, c'est déjà pas mal. J'aurais plus, mais bon, tu t'en fiches. Et donc l'envieux lui dit: bon, puisque tu y tiens,
Oh Seigneur, crève-moi un œil. Je l'ai trouvé extra. Quand tu me l'as envoyé, j'étais mort de rire. Je me suis dit, bah ouais, c'est exactement ça, les gars. Alors qu'ils auraient pu dire, bon, on met en commun, on fait moite-moite. C'est la théorie des jeux, en fait. On est complètement là-dedans. Mais c'est la théorie des jeux ratée, là, parce qu'il n'y a plus rien à gagner. Donc là, tu pars du principe qu'une perte est un gain. Et ça, c'est la démonstration de l'envie. Un célèbre psychologue à controverse parlerait de l'esprit d'Abel, the spirit of Abel. Tu connais Caïn et Abel dans la Bible? Ouais. Donc l'esprit d'Abel, c'est-à-dire que le succès de l'autre est insupportable, tu vas jusqu'à le tuer. Et c'est arrivé en vrai, il y a cette histoire d'un couple d'artistes qui est aussi dans les lois du pouvoir. J'ai oublié les noms des deux gars, ces deux hommes. Je l'ai lu. Et l'autre a fini par le buter à coups de marteau. Ouais, j'ai lu ça. Mais et plus l'autre voulait l'aider, plus il pétait un plomb. Et ce succès devenait insupportable. Et le fait que l'autre essaye de l'aider, tu vois, il l'avait boosté pour essayer de lui obtenir un succès, tu vois. Mais c'était pire parce que ça n'a pas marché. Et ça devenait insupportable. Mais je pense que c'est ça quand tu as... aujourd'hui, c'est Musk, hier, c'était Steve Jobs. Demain, ce sera quelqu'un d'autre, en fait. Et, Steve Jobs éveillait moins de colère, j'ai l'impression. Si, carrément. Non, mais c'est un manager toxique. Ouais. En fait, pas le même goût. En vrai, c'est un enculé, il est riche, mais c'est un connard. Mais bon, ses produits sont bien. Après, il faut voir que le truc de Steve Jobs, c'est qu'il y a plus de monde qui peut se payer du matos Apple. Alors que Tesla, c'est compliqué. SpaceX, c'est pas évident. Ça ajoute. Tout le monde peut acheter un Starlink, c'est 100 balles. Ouais, mais c'est pas là où il est connu. C'est pas là où il est connu, en fait. Et c'est vrai que de ce point de vue-là... Mais les mecs sont là, le poste débile d'hier. Mais oui, mais c'est des déchets autour de la planète. C'est pas des déchets, mec. C'est les gars au fin fond de Zambie, là, qui sont en train d'avoir accès à Wikipédia et à YouTube et à regarder des vidéos sur les outils. Mais t'as pas de limite parce qu'il dit, ouais, mais c'est pas vrai, ils vont pas regarder YouTube, ils vont regarder que Pornhub de toute façon. Alors si c'est pour polluer l'espace, pour regarder du porno, fait chier. Et toi, tu dis, et quand bien même, en fait, en quoi ça te regarde? Mais poursuis ton truc, ça va être très drôle de poser la question. Je suis curieux de savoir qui aujourd'hui suscite l'admiration, effectivement. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que peut-être quelqu'un qui fait des trajets en char à voile. Sur ces histoires d'inégalité, on a vraiment du mal à supporter les inégalités. Et moi, je répondais à un post pareil sur LinkedIn il n'y a pas longtemps où la personne disait « Ouais, mais quand même, c'est difficile pour machin et tout. » Je dis « Mais pourquoi ça devrait être facile de la même façon pour tout le monde, en fait ?» Et elle me dit « Bah ouais, réponds l'homme blanc. » Ouais, réponds l'homme blanc. Non, mais tu vois, la nana me dit ça, elle me dit « Ouais, dis l'homme blanc. » Ouais, bien sûr, dis l'homme blanc, mais tu ne sais même pas qui je suis, tu ne sais même pas ce que j'ai vécu et tu ne sais même pas... si j'ai pas galéré moi aussi, et si c'est bien sûr que c'est injuste, et tu parles là-dedans, et en fait tu sens qu'il y a une crispation fondamentale sur ce sujet-là, et je l'ai vu comme ça cet été à regarder en disant, moi je voyais juste un yacht et je me disais, putain, il y a des trucs quand même, waouh, c'est beau. Je dis, waouh, c'est super beau. Et quand je regardais les gros paquebots, etc., j'ai à la fois un côté où je me dis, sérieux, Morgane m'a dit, mais on devrait faire des EHPAD flottants. Je lui dis, mais c'est déjà ça, en fait, les Costa Croisière. De plus en plus, parce que maintenant, avec Internet et tout ça, il y a des gens qui habitent. Il y avait eu cette histoire qui avait buzzé un petit peu à la bonne époque Facebook de la vieille dame qui payait moins cher qu'en EHPAD sur son paquebot. Donc, elle avait effectivement décidé de s'installer sur le paquebot et trouver le service plus sympa. Et ouais, ça pollue, ça ce que tu veux. Et en même temps, je les regarde, je me dis, putain, on arrive à fabriquer des trucs comme ça, de cette taille-là, et ça flotte et tout. Je suis toujours fasciné par ces trucs. Je me dis, alors, au-delà des paquebots et toutes ces choses qu'on peut bien sûr critiquer parce qu'elles ont tout un tas d'effets négatifs qu'il ne faut pas passer sous silence, il y a vraiment un manque de gratitude dans la société d'aujourd'hui. On vit une abondance, en effet, qu'on a décidé d'oublier. Mais Philippe, j'ai pu envoyer des trucs. J'ai pu envoyer des trucs sur Messenger à ma famille depuis un catamaran en plein milieu, alors pas en plein milieu de l'océan, parce que milieu d'une caldeira. Je fais un peu le tour de la caldeira quand même. À un moment donné, je suis sorti. Paro, tu sors un tout petit peu, mais c'est vrai que tu es sur un bateau et tu peux envoyer une photo en instantané. Enfin, je suis juste admiratif. Tu vois, j'ai toujours ce côté gamin. Je me dis.
c'est de la magie, quoi. Et tu as connu l'époque où il y a un professeur qui tente l'expérience quand il commence son année scolaire en université. Il demande combien il faudrait vous payer pour que vous abandonniez téléphone et accès Internet pour toute votre vie. Putain. Donc, tu sais qu'il n'y a pas une réponse en dessous de, je crois que c'est entre 5 et 10 millions. Donc, de fait, tu as quelque chose qui vaut 10 millions avec toi. C'est pas gratuit, mais presque. Oui, l'iPhone, non, c'est quasiment gratuit pour la plupart des gens qui sont, disons, dans la normale de la distribution des revenus. Et ça vaut 10 millions. Bah ouais. C'est cadeau. Wikipédia, c'est cadeau. YouTube, c'est cadeau. Mais oui. Mais tu sais, je les voyais sur le ferry, ils étaient en ligne. Tu as un paysage magnifique. Il fait un temps extraordinaire. et à Santorin, à Fira, pardon, il y avait un petit couple de Français qui arrivent. Tu les repères, les Marseillais en plus. C'est le cran au-dessus. Et sérieux, le mec, il a regardez le Montpellier. Il prend la table au bord de la terrasse, mais vraiment au bord de la terrasse. Moi, je le fais pas, j'ai le vertige encore même un peu quand même, donc j'y vais pas non plus trop. Donc je m'en fous, je suis pas envieux de sa place. Hein. Je me dis putain, si la terrasse s'effondre, mon pote, tu es le premier à tomber. Il est là. À Marseille, ils savent ce que c'est que les. Il est avec sa meuf, il prend cette table là et qu'est-ce qu'il fait? Il est comme ça devant son téléphone avec WhatsApp, en train de discuter avec son père, son frère, son cousin, je ne sais pas qui, et en train de lui dire « Mais non, c'est pas ça le câble HDMI que tu dois prendre. Putain, c'est celui-là qu'il faut que tu prennes. Mais regarde, mais va sur Amazon, il y a le câble, c'est le HDMI, je ne sais pas quoi. » Et tu dis « Il est en train de faire du helpdesk à son père pour un problème de télé. » Il est comme c'est pas beau ça. La piété filiale. Ça a duré, mais Philippe, ça a duré 1 heure où le mec, il était scotch avec son téléphone. J'ai dit, mais putain, envoie-lui chier, le gars, dis-lui, mais tu sais quoi, regarde où je suis, j'ai autre chose à foutre. Il y a ces fameux dessins de YesBot, qui étaient d'ailleurs un modèle utilisé pour des posts hateful comme ça. Bon, allez, on a assez digressé pour aujourd'hui. Je suis en retard. Salut. Allez, va bosser un peu. À la prochaine fois pour savoir s'il y a ou pas des. Je suis tout le temps en marketing, donc je suis tout le temps en vacances. Si on peut ou pas accepter des hiérarchies entre les gens et ce qu'ils créent. Allez, c'est parti. Tchuss. Allez, hop.